Et ce soir, on va parler particulièrement de ça, comment pouvoir développer une relation intime déjà avec soi-même et le cas échéant, comment est-ce qu'on peut envisager, partager son monde intime avec quelqu'un d'autre. Je voulais vous partager un petit dessin que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous me revoyez? Non, pas encore. Crac, voilà. Alors, en fait, quand on cherche des informations sur la sexualité, ce qui se passe souvent, c'est que trop d'infos tue l'info. Et c'est surtout que c'est beaucoup de choses qui sont assez générales et qu'on essaye de se plaquer sur soi. Alors aujourd'hui, on a quand même énormément de facilité quand même sur tout ce qui est blog et réseaux sociaux. Je trouve que depuis 2 ans, il y a énormément de personnes qui partagent leur vie privée, leurs difficultés, parfois même leurs outils pour s'en sortir et comment est-ce que les choses ont pu évoluer. Donc, c'est vrai qu'on commence à voir apparaître ce genre de témoignages, mais c'est quand même un peu la pêche aux infos. C'est un peu compliqué. Et quand on parle de vie intime et surtout de vie érotique, eh bien, finalement, on a vraiment du mal à savoir par où commencer. J'aimerais profiter de ce moment où on est réunis pour vous parler en fait de ce que c'est que l'érotisme. Si j'arrive à mettre... Alors attendez, juste une petite seconde, crac. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas mettre Marocco crac. Ça c'est bon. Ok. En fait, j'imagine toujours que la sexualité, c'est une façon d'appréhender la vie intime quand on est en fait en maternelle. Une fois qu'on grandit, ce qui est assez intéressant, c'est non pas seulement de penser et parler sexualité, mais c'est de penser en érotisme. Parce que derrière sexualité, il y a sexe et du coup, il y a zone génitale. Et en fait, la sexualité, c'est absolument pas qu'une histoire de jeu de parties génitales. J'arrive pas à vous mettre encore mon petit truc, mais ça va pas tarder. Crac. Non, c'était pas celle-là que je voulais vous mettre non plus. Je vais y arriver, ça va revenir. En fait, dans l'érotisme, ce qui est intéressant, c'est que on peut s'autoriser à prendre du plaisir et à avoir du plaisir sans que ce soit toujours avec cette croyance que faire l'amour, ça se déroule d'une certaine façon. Il faut quand même imaginer que nous avons la croyance que la sexualité, ce n'est que de la pénétration. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est facile comme plaisir. Et c'est vrai que la pénétration, c'est génial, jusqu'à ce que ça ne le soit plus ou pas génial. Et dans ce cas de figure-là, eh ben, quand on a mal ou qu'on ne peut pas être ni pénétré ni pénétrant, parce qu'il n'y a pas d'érection ou parce que c'est trop douloureux ou qu'il est incapable de pouvoir recevoir quoi que ce soit dans son vagin, eh bien, on se dit qu'il n'y a pas de sexualité. Pourquoi? Parce qu'on met en avant ce que l'on appelle préliminaire, qui est censé un peu chauffer l'ambiance. Et puis après, forcément, il y a pénétration. Mais la vie intime érotique, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est un niveau de début de sexualité. Quand on est jeune, immature, et que, on fait à la va-vite. Vous savez comment ça se passe quand on est jeune? On voit quelqu'un, pour un peu qu'il se dénude ou qu'elle se dénude, on a une bouffée d'excitation, il y a une lubrification vaginale et une érection en quelques secondes. Fantastique, nous sommes jeunes et frais, c'est formidable et tout se passe très bien. Mais parfois, avec des épreuves de la vie et avec l'âge aussi,
ça ne se passe plus du tout comme ça. Non pas parce que le corps a changé, mais parce que au niveau des fonctions hormonales notamment, les choses se passent différemment. Quand on a un traitement, en cas de maladie chronique, ça aussi, ça vient altérer cette foutue réaction chimique qui a été identifiée il n'y a pas très longtemps en neurosciences sur la création du désir. Ça viendrait se loger dans le lobe frontal. Il y aurait tout un tas de synapses qui créeraient un réceptacle, bref. Mais ce réceptacle-là du désir, même si notre corps ne le produit plus par lui-même, ce qui est intéressant, c'est que c'est à nous, avec notre mémoire, nos fantasmes et notre cœur, de venir créer ce qu'est le désir. Donc forcément, quand tout se passe bien, on va rester à une sexualité très basique qui peut être somme toute hyper satisfaisante, mais à partir du moment où on ne peut plus faire l'amour comme ça, avec un peu de préliminaire, quand même pas trop, hein, parce que nous sommes des gens pressés, puis après une pénétration, eh bien on se dit qu'on n'a plus de relations sexuelles. Ce qui est compliqué quand on est célibataire avec une maladie chronique, c'est que en plus d'avoir un corps qui est perturbé par des douleurs, par des traitements, parfois même par un corps qui a changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire le deuil du corps que l'on avait avant, que quand même souvent aussi on sublimait. On veut se raccrocher à une image qu'on avait de nous et que surtout on n'est plus. Donc toutes ces facettes-là de médicaments, le corps qui a changé et surtout, s'il vous plaît, gestion de la douleur. Quand on a des douleurs chroniques, il est beaucoup plus difficile de se focaliser sur de la détente et surtout du plaisir. Donc effectivement, ça demande un tout petit peu plus d'effort pour aller chercher cette concentration. Je n'arrive pas encore à vous partager mon slide. Ben non, toujours pas. C'est très, très, très étonnant. Je ne renoncerai pas, je vous la partagerai tout à l'heure. Mais en fait, ce désir, c'est imaginer en fait que c'est comme un feu, un grand feu de camp. Au quotidien, nous devons alimenter ce feu. C'est le feu de la vie en fait, c'est le désir de vivre. Bien sûr qu'à l'intérieur de ce feu, vous avez aussi le désir sexuel, érotique, c'est vrai. Mais parfois, on n'est pas obligé d'octroyer dans ce feu de la Saint-Jean une partie sexuelle énorme, surtout quand on n'a personne à qui partager cette énergie-là. On peut au quotidien venir soi-même alimenter son feu du désir de vivre, de partager avec des actes au quotidien faciles, simples, mais avec lesquels on va mettre sa conscience dessus. C'est par exemple boire notre thé préféré, se mettre une crème sur le corps qu'on adore, qui sent très bon. C'est pouvoir partager un repas avec des amis, surtout qu'on en a été privé depuis pas mal de temps. Vous voyez, c'est tous ces petits gestes, tous ces petits actes au quotidien où, dans notre tête, on va venir mettre la conscience que ça nous fait plaisir. Parce que en érotisme, il n'y a pas de petits plaisirs. Et plus on collecte les petits plaisirs, et plus on a de facilité à augmenter son seuil de plaisir. Peut-être savez-vous que la jouissance féminine est une pyramide. Quand on commence la sexualité, notre niveau pour atteindre un orgasme est très élevé. C'est-à-dire qu'il faut patiemment monter les étapes et que si jamais il y a un petit grain de sable qui vient se mêler, pas fini, on repart à zéro et on remonte. Bon, alors c'est bien, on est jeune, on est endurant, bref. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça non plus parce que ce petit grain de sable peut être une pensée parasitaire. Zut, j'ai mal ici. Zut, j'ai une position qui ne me met pas du tout à mon avantage. Ou, ah, j'ai oublié de payer ma facture. Enfin, vous voyez le genre. Et dans ces cas-là, hop, ça retombe de nouveau à zéro. Et c'est pour ça qu'au quotidien, en venant chercher du petit bois de plaisir dans tout ce qui nous entoure, c'est aussi alimenter l'estime de soi et la joie que l'on a. Quand on n'a pas encore de partenaire à qui se partager, ça, c'est déjà de l'érotisme pour soi. C'est dans ces petits détails que l'on va alimenter son feu du désir. La façon dont on va marcher
Parfois. Est-ce que notre démarche va être souple? La façon de nous asseoir? Je vous jure, ça paraît un peu bête tout ça, mais tous ces petits détails, c'est à vous d'aller chercher ces petits moments de plaisir parce que vous n'êtes pas qu'une maladie chronique, vous n'êtes pas que des états de douleur, vous n'êtes pas qu'un état d'adaptation et surtout une différenciation par rapport aux autres. Quand on dit aux autres, c'est quoi? C'est la masse, la norme. Bien sûr que vous vivez des choses que la plupart d'autres gens ne vivent pas. Mais cette expérience-là peut aussi vous permettre d'aller chercher dans les profondeurs des plaisirs simples et d'une authenticité assez redoutable. Ça vous demande beaucoup plus d'efforts, c'est vrai, mais transformez cet effort en attention. Donc, la sexualité, cet érotisme, commence déjà par soi. Et vous pouvez peut-être noter que dans cet érotisme, on va pouvoir souvent s'auto-saboter tout seul. Je n'ai pas le corps nécessaire, adapté. Je n'ai pas l'âge. J'ai des choses qui forcément font que ça ne va pas pouvoir le faire. Et en fait, nous sommes notre meilleur saboteur. Il n'y a pas d'argument ou d'obstacle au fait de se sentir déjà soi-même quelqu'un d'érotique. Il n'y a rien en fait. Nous sommes les propres créateurs de nos barrières. Après, l'érotisme, c'est pas un état 24 heures sur 24. C'est par moment. Une petite seconde comme ça qui passe, un parfum qui fait plaisir, de manger un plat qui nous fait vraiment du bien. Vous savez, c'est comme la cuisine gastronomique. Quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a jamais mangé un plat gastronomique, la première chose que l'on va se dire, c'est qu'est-ce que c'est que ces trois bazars qui se battent en duel dans l'assiette? Bah, quand même. Et on va se dire vite que j'ai fini de manger ce truc parce qu'il va falloir que j'aille manger après une paella ou un kebab. Bon, mais avec le temps, on apprend aussi à apprécier une cuisine gastronomique, non pas parce qu'il y a d'autres gens qui aiment la cuisine gastro et que c'est excessivement cher, mais parce que notre palais, petit à petit, va s'adapter, que du coup notre estomac aussi. Eh bien, l'érotisme, c'est aussi ça, c'est que soi-même, on a à s'éduquer. Mais c'est une éducation joyeuse, parce que pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on viendrait porter son attention avec une paire de lunettes érotiques? Parce que la sexualité, l'érotisme, c'est énormément de soins pour soi, d'amour pour soi, c'est joyeux, c'est relaxant, ça permet de détendre aussi les muscles et que parfois, même quand on prend des traitements, eh ben, ça fait du bien d'avoir un moment où on va pouvoir se détendre différemment. C'est comme, par exemple, avoir une crise de rire. Ça peut être parfois douloureux, surtout qu'on a parfois oublié qu'on avait des abdominaux. Et quand on se fend la poire, là, forcément, il y a un cruel rappel de tiens, ces muscles-là existent encore dans mon corps. Et du coup, ça peut un peu bloquer la respiration, ça fait un peu mal. D'ailleurs, on dit se bidonner. C'est ce que disait mon grand-père. On se bidonne parce que ça fait tellement mal de rire que ben voilà, on se plie un peu en deux. Et ben des fois, la jouissance, c'est aussi ça. Se faire plaisir, des fois, ça peut faire mal en fonction du problème de santé que l'on a, mais ça y va en fait en fonction de paliers et d'intensité. Quand on vient découvrir son corps et soi-même érotiser son corps, c'est des paliers, on y va en douceur et dans ce plaisir, en fait, le corps commence à s'habituer. Il y a quelque chose qui est toujours très vrai, c'est que moins on fait l'amour et moins on a envie de le faire. Et on se dit, oh, super, je n'y pense plus. Mais votre cœur, lui, il y pense. Parce que quel est le sens de la sexualité? C'est d'être en lien avec quelqu'un. Mais le sens de l'érotisme, c'est aussi d'être en lien avec soi, du coup. Et c'est à chacun et chacune de trouver des façons, parce qu'on est quand même tous changeants. Enfin, on ne va pas se dire que chaque jour, on a une baguette magique où je vais chercher mon petit bois du plaisir. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'on s'ennuierait si c'était toujours les mêmes choses. Et avec les années et les différentes expériences, eh bien en plus, ça varie, ça fluctue. Ce n'est absolument pas parce qu'on grandit en âge que se réduisent les possibles. Au contraire,
plus on a d'expérience avec son corps et plus on est capable de ressentir des choses et des sensations qui sont de plus en plus subtiles. C'est de la dentelle, mais il faut commencer pour ça. Alors, c'est d'abord avec soi-même, dans le célibat, que l'on va prendre soin de soi. Ce qui est parfois compliqué, c'est que entre les médias qui nous disent oui, il faut se masturber, il faut se tripoter, utiliser des objets, quand c'est pas notre monde, ça peut être un peu violent, un peu brutal. Et puis il y a surtout la croyance que de se toucher, eh ben c'est un peu malsain. Je crois qu'il y a toucher et toucher. Pour pouvoir assouplir aussi nos préjugés avec nous-mêmes, je crois qu'il faut y aller en douceur. Si effectivement on n'a jamais touché son corps, c'est pas le moment d'acheter une artillerie lourde de sextoy et d'un coup de se brancher de tous les côtés, télécommande à l'appui, avec une programmation en fonction de l'horaire. Je crois qu'il faut y aller doucement. Et puis, ma sexualité n'est absolument pas la vôtre. Le monde érotique est quelque chose qui grandit toujours, mais ce sont des strates. Donc, bien sûr, autour, les gens, les médias vont dire oui, utilisez ça, faites ci, faites ça. Non, expérimentez, restons curieux de nous. Tout ça, c'est pour du plaisir. Du plaisir, passer un bon moment. Et en plus, dans la gestion de la douleur, eh ben, ça permet d'attraper une partie du cerveau et d'aller se concentrer ailleurs. Ça peut très bien commencer par un massage des mains, un massage des pieds, de la nuque, de son visage, juste en y mettant sa conscience. Et après, petit à petit, on monte dans les différents étages du plaisir que l'on peut s'apporter. Je crois que c'est essentiel d'avoir ces étapes. Il ne faut pas passer de pas grand-chose ou rien du tout à quelque chose d'extrême et vous retrouver d'un coup attaché, et, ligoté. Non, on n'est d'ailleurs pas obligé de finir un jour ligoté comme un gigot du dimanche, mais on est là pour s'explorer. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour alimenter cette vie fantasmagorique? Eh bien, il y a les lectures, il y a tout un tas de films fantastiques, et je ne vous parle absolument pas de pornographie, mais je vous parle vraiment de films d'artistes où vous avez les relations émotionnelles qui sont très bien partagées, filmées, décrites, et chacun est sensible à une façon d'être en lien. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller accueillir ce désir, parce que sur le feu du désir va reposer une marmite, qui est l'excitation. Alors, quand on ne fait plus l'amour depuis un certain temps, voire depuis très longtemps, cette marmite a la taille d'un dé à coudre. C'est-à-dire que le feu en dessous, il peut brûler pour différentes raisons. Peut-être parce que on a énormément de plaisir à avoir des amis, à avoir sa famille. Peut-être qu'on arrive à se réaliser dans des activités annexes, peut-être dans son travail. Mais ce qui est au-dessus, ce que ça va venir chauffer, c'est un tout petit dé à coudre. Et il n'y a plus d'excitation ni de vivre et du coup plus du tout sexuel. Au-dessus de cette marmite ou dé à coudre, parce que la taille peut fluctuer en fonction des moments de vie, vous avez tout ce cocktail, cette potion magique qui contient les émotions, l'amour, les fantasmes, la folie un petit peu. Et ce qui est fantastique, c'est de pouvoir bien sûr aligner les trois, d'avoir un beau feu de vie, un feu du désir qui est régulièrement alimenté, sur lequel repose une belle marmite d'excitation qui, certes, va être sexuelle, mais pas que. Ça peut être aussi un élan de vie, une excitation pour monter un projet, pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, réaliser, par exemple, un exploit sportif, je ne sais pas, d'aller faire du Dragon Ball, vous savez, ces bateaux, les Dragon Ladies. Elles ont fait une compétition il n'y a pas très longtemps en Italie, à Venise, mais ça, c'était vraiment de l'excitation pour elles. Donc, j'ai envie de dire qu'on n'est pas chez Freud, tout n'est pas sexuel, et aussi la sexualité est une partie de ce désir de vivre. Ce qui est bien toujours, c'est cette voie du milieu, c'est-à-dire que ce ne soit jamais dans des extrêmes de une excitation permanente sexuelle ou un vide total.
Je crois que c'est toujours l'intermédiaire qui est intéressant. Et c'est un équilibre instable. Et ça, nous n'aimons pas. On aimerait bien que les choses, voilà, soient acquises et que ça, ce soit bon. OK. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que quand on a une maladie chronique, il est un peu plus difficile de partager son intimité. C'est vrai. Déjà parce que soi-même, psychologiquement et au niveau de son corps, on se sent moins à l'aise. On est fatigué par une maladie, par tous les à côté de cette maladie, et du coup, on a un peu plus de mal à aller aussi vers les autres. L'autre problème, c'est en face, cet autre. Parce que, bien sûr, ce ne sera pas un couple, même pour une nuit, classique, typique. Et on a beau aujourd'hui parler d'atypisme à tout va, d'être atypique, c'est quand même problématique parce que ça veut dire qu'il faut être créatif. Il faut venir mettre derrière toutes nos habitudes et toutes nos croyances pour pouvoir partager quelque chose d'un peu nouveau. Et là, c'est là où vous avez quelque chose à jouer, parce que chacun, vivant avec sa maladie chronique, va devenir initiatrice et initiateur de l'autre. Je crois profondément en ça. C'est-à-dire qu'une relation, alors que l'on a une maladie chronique, demande d'abord de passer par le cerveau. C'est-à-dire qu'il va falloir discuter, échanger et avoir un début de sapiosexualité, c'est-à-dire d'une sexualité qui passe par notre cerveau. On se fout du corps de l'autre, mais tout passe par sa personnalité et l'échange que l'on peut avoir. J'ai envie de dire même qu'en sapiosexualité, on se fout du genre de la personne. On tombe en amour d'une personnalité et surtout de la qualité relationnelle que l'on partage. Alors, on n'est pas obligé d'arriver là-dedans, mais gardez ça quand même un peu en tête, c'est que effectivement, quand on vit avec une maladie chronique, il va être plus facile d'avoir quelqu'un pour partager sa sexualité quand d'abord on installe une relation de qualité verbale. Et petit à petit, cette relation de confiance verbale va pouvoir s'ouvrir sur de la sexualité. Comment? En dialoguant énormément. Parce que nous ne sommes pas dans une société où tout à chacun est prêt à mettre ce qu'il avait l'habitude de faire, qui lui faisait du bien, pour découvrir autre chose. Il n'est absolument pas question de maladie et d'effets secondaires. Il est simplement question de venir rompre les habitudes sexuelles que chacun a. C'est triste quand même, mais c'est vrai. Et en plus, souvent avec une maladie chronique, ce qui est embêtant, c'est que chaque jour, nous sommes vierges. C'est-à-dire que la personne que vous étiez hier, avec ses complications, ses troubles et ses symptômes, ne sera peut-être pas celle que vous serez demain. C'est-à-dire que la personne qui va partager votre nuit ou un bout de votre vie va devoir chaque jour être vierge aussi. Et plus on le vend de façon rigolote, et plus on attise ce feu du désir, cette envie de rajouter un cocktail à chaque fois de plus en plus créatif, parce que si on boit toujours le même cocktail, eh ben, au bout d'un moment, on en a ras-le-bol et on n'a pas du tout envie d'y retourner. On a d'ailleurs même envie des fois de se sevrer de choses que l'on boit trop souvent ou que l'on mange trop souvent. Ben, la sexualité, c'est pareil. Donc, quand on est célibataire, c'est parfois plus aisé de se dire de toute façon, je ne trouverai personne. Et si vous pouviez trouver quelqu'un, mais différemment, pas comme vous aviez l'habitude peut-être avant de trouver quelqu'un, mais différemment. Et ce qui va être nécessaire, c'est le dialogue. C'est-à-dire que souvent, on a l'habitude en sexualité de se dire que l'autre comprend parfaitement ce que je pense, bon, pas trop ce que je pense, parce que des fois, on pense à tout un tas de trucs et on n'est pas trop dans la relation intime d'ailleurs, mais l'autre doit savoir un peu ce que je sais, ou moi, je me dis que de toute façon, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, finalement, chacun y va un peu de ses habitudes et par chance, parfois, ça colle ou pas. Soyons honnêtes. L'avantage d'avoir une maladie chronique, parce qu'il en faut quand même un peu, ça s'appelle de l'alchimie. Il faut transformer
une grosse merde en de l'or. Donc, la maladie chronique, c'est une grosse merde. Eh bien, il faut la transformer en or. C'est-à-dire que cette attention que vous allez avoir de vous, la connaissance de votre corps, elle ne va pas seulement être ciblée sur des effets secondaires et des symptômes. Elle va aussi pouvoir se développer sur tout un tas d'autres plaisirs, de zones érogènes et surtout de nommer. Hommes comme femmes, vivant avec une maladie chronique, vous avez cette capacité de sentir. Maintenant, il faut nommer. Et avec l'autre, c'est comme ça que la relation va pouvoir se mettre en place et qu'une sexualité va pouvoir se créer. Peut-être même à chaque rencontre sexuelle. Mais plus vous allez pouvoir éduquer votre monde érotique avec une autre personne, et plus vous allez voir en fait que cet érotisme est très riche. Il y a énormément de personnes sans maladie chronique qui n'ont sur le papier rien d'embêtant dans leur vie, qui n'ont absolument pas de sexualité épanouie. Mais parce que de temps en temps, ils vont faire l'amour, ils vont se croire dans une norme, et puis après, avec l'âge, avec le stress, on se dit que c'est normal, et on arrête toute relation sexuelle. Laissez-vous simplement imaginer que plus on grandit en âge, et plus la sexualité devient de la dentelle et de sur-mesure. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes âgées et je peux vraiment vous dire que j'ai déjà rencontré même des nouveaux couples de plus de 80 ans qui avaient une vie intime extraordinaire. Et ça se voit. C'est pas qu'ils respirent le cul quand on est à côté d'eux, mais c'est qu'ils ont cette magie érotique. Limite, des fois, j'avais envie de me dire, bon, je vous laisse, parce qu'ils n'étaient pas simplement là à se tenir la main et à se regarder dans le blanc de l'œil. Je crois que notre sexualité, c'est comme si on avait une carte de notre monde érotique et que au contact d'un autre, eh bien, il fallait créer une troisième carte. Chacun arrive avec son monde érotique, en mouvement, de toute façon, et puis, à chaque fois que l'on se rencontre physiquement, on enrichit ces mondes érotiques. Personne n'a à venir dans mon monde érotique avec mes contraintes, mes obstacles, mes tabous, mes limites, voilà, mes raideurs. Mais on n'a pas du tout non plus à aller dans le monde de l'autre. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on n'envisage pas, mais croyez-moi, j'y travaille, c'est de pouvoir créer un monde érotique commun à deux personnes. Parce que là, tout le monde est vierge, chaque matin. Et on est là pour construire une relation corporelle. À quoi sert la sexualité? C'est une communication spéciale, j'ai envie de dire sacrée, entre deux individus. Je dis deux parce que c'est parfois un peu à la mode aussi d'ouvrir et de partager à plusieurs. N'oubliez pas que je vous ai parlé d'étages, de pyramides. Plus on est nombreux, plus c'est le bazar à gérer. Donc, à commencer par deux, c'est déjà pas mal. Et l'idée de mon propos ce soir était surtout à commencer par moi. Je commence par moi. À avoir du plaisir avec moi-même, malgré tous ces foutus trucs qui m'arrivent. Et que la vérité, il y en a marre. Pourquoi moi je mérite ça? Non. Il se passe des choses dans ma vie. C'est lourd, c'est fatigant, c'est douloureux, c'est compliqué. Et aussi, parfois, je prends mon petit panier et je viens ramasser des petites bûches de bois. J'alimente le feu de mon désir. Je réalise des projets. Je suis en vie et je participe au monde. Et aussi, j'ai de la sensualité. Ça se passe dans le regard, dans ma façon de m'asseoir, la façon de me déplacer. C'est pas toujours, mais tiens, des fois, je vais y penser. Un parfum que je vais choisir pour moi un jour, une façon de m'habiller. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Bien sûr, nous avons tous des stéréotypes. Voilà, avoir un homme avec une voix très grave, c'est masculin. Bon, ben en fait, il y a plein d'hommes qui sont pas comme ça non plus, et pourtant ils sont sacrément masculins. Et il y a plein de femmes aussi qui ne sont pas toutes gouttes d'huile à marcher comme si c'était un défilé de Christian Dior. Non, il y a tout un tas de féminité, comme il existe tout un tas de masculins. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger d'abord avec la relation, le verbal, le cerveau, le cœur, et ensuite de pouvoir s'ouvrir au niveau corporel.
parce que le corps est un trésor. Bien sûr que des fois, on aimerait pouvoir faire comme ça peut-être l'amour comme si rien n'existait, comme si rien ne s'était passé et que zut, après tout, j'y ai le droit, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas m'envoyer en l'air? Des fois, on peut aussi penser comme ça. Eh ben, parce que quand on vit avec une maladie chronique, je crois que ça prépare aussi à beaucoup d'assouplissement et que le corps devient un peu plus précieux encore, encore un peu plus sacré et c'est comme un trésor. Quand on partage son corps, alors qu'on vit avec une maladie chronique, on va partager toute une partie de soi très, très, très intime que d'habitude, on ne partage pas forcément au début d'une relation. Donc, cette maladie, elle est là aussi pour que vous puissiez partager avec d'autres personnes quelque chose de fabuleux, d'authentique et de très profond dès le début. Et c'est pour ça, je pense, que le dialogue et de la relation verbale et surtout intellectuelle, l'humour, les centres d'intérêt, c'est déjà le début d'une belle relation. Alors, il n'est pas question de sexualité. D'ailleurs, vous ne ferez jamais l'amour. Vous jouerez à l'érotisme. Parce que c'est has-been, la sexualité. C'était à l'école primaire. Maintenant que tout le monde est grand, on joue à l'érotisme. Et en mettant cet humour-là aussi, finalement, ça permet d'apaiser les peurs de ne pas être capable, de ne pas savoir, d'avoir mal alors qu'on a du plaisir, et toutes ces peurs qui viennent petit à petit emmurer aussi notre pulsion de vie et puis surtout notre plaisir. Donc plus on peut commencer à s'entraîner seul, à avoir des plaisirs, mais partout dans son corps, et je le redis, il n'y a pas de petits plaisirs. Les orgasmes potentiels que vous avez pu avoir peut-être avant votre maladie n'existent plus, et tant mieux parce qu'ils laisseront la place à de nouveaux genres d'orgasmes. Donc, il n'y a pas de petits plaisirs, il n'y a pas de petits orgasmes. Les orgasmes, en fait, c'est toute une grande famille, c'est un très grand monde, et c'est un peu dommage de venir se cibler seulement sur des parties génitales. Je vous le conçois, on parle énormément de clitoris en ce moment. L'érection a de toute façon été toujours très, très, très à la mode. Hein. C'était peint sur les grottes des hommes préhistoriques. Donc oui, tout ça, c'est très à la mode, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un tas d'autres choses qui peuvent nous procurer énormément de plaisir et surtout intensifier une relation. Comment voulez-vous jouir si vous ne vous sentez pas en sécurité? Et alors, il y a une grande question qui arrive là sur notre tapis, c'est pour qui je jouis? Ah ah, hein? Oui, parce que forcément, on va se dire, bah pour moi, mais pas forcément, parce que souvent, en plus, on se dit que je dois jouir pour l'autre. Ça va lui faire plaisir, ça va lui faire confiance, ou moi, je vais me dire que puisque j'ai de la jouissance, je suis un homme, je suis une femme. On jouit souvent par rapport à toutes ces facettes que nous inculque la société. Mais dans la jouissance, nous sommes seuls. C'est notre corps qui jouit. Certes, parfois avec l'aide de l'autre, c'est vrai. Avec peut-être aussi le monde érotique de l'autre, les paroles, même le plaisir de l'autre peut nous créer du plaisir à nous, mais c'est quand même de notre corps que l'on jouit. Et là-dedans, c'est très dommage de se limiter à une jouissance seulement génitale, alors que l'on peut jouir de tout un tas de parties de son corps. Mais ce ne sont pas les mêmes jouissances, donc du coup, on se dit que ce n'est pas des jouissances. Eh bien si, c'est quand même de la jouissance. Et plus on apprend à connaître son corps et à avoir de plaisir, et plus ces niveaux et ces intensités de plaisir vont augmenter. C'est sûr qu'au début, se titiller l'oreille, bon, ça peut même devenir très agaçant. Mais en fait, c'est aussi une zone érogène que l'on peut très bien, avec énormément de patience et de douceur, venir rendre très sensible et avoir énormément de plaisir rien qu'en se touchant les lobes d'oreille. Je vous fais référence à un film sur les intouchables, mais en fait c'est vrai, oui, mais je vous jure que c'est vrai, mais on se prive d'énormément de plaisir parce que on restreint nos possibles et puis surtout on se dit bon bah voilà, j'ai personne et puis de toute façon vu comme je suis c'est compliqué pour moi donc personne ne voudra. Ça c'est de l'autocensure.
si le plaisir et l'orgasme génital est douloureux, il faut y aller par strates, homme comme femme. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'aller à un seuil d'orgasme très élevé. On peut avoir des plaisirs un peu plus réduits et surtout d'aller faire vibrer son corps dans d'autres parties que les zones génitales. Parce qu'un orgasme, bien sûr que ça fait frétiller les parties génitales internes et externes, mais pas que. On peut aussi avoir des orgasmes dans d'autres parties du corps qui ne viennent pas faire de vibration au niveau génital. Parce que si on a une opération ou si on a au niveau des parties génitales des parties vraiment très douloureuses, c'est difficile d'avoir du plaisir parce que ça peut venir accentuer la douleur. Plus on vient travailler sur l'ensemble du corps le plaisir, et notamment des orgasmes dans d'autres parties de son corps, et plus on va pouvoir tranquillement venir réintégrer le plaisir et l'orgasme dans les parties génitales en atténuant progressivement la douleur. Et c'est une vraie victoire aussi quand on arrive à avoir la main là-dessus, de se dire de je n'ai plus de possibilités parce que avoir du plaisir c'est trop douloureux, à je peux avoir du plaisir dans d'autres parties de mon corps et petit à petit, ça vient détendre la douleur que je pouvais ressentir dans une partie de mon corps. Moi, je dis, c'est quand même dommage de s'en priver. Au moins, il vaut mieux essayer. Pourquoi? Parce que cet érotisme, c'est notre pulsion de vie. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas de faire du pole dance dans son salon et d'avoir des jouissances à réveiller l'immeuble. Je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette partie sensuelle de soi et d'avoir l'envie de pouvoir partager ça avec quelqu'un d'autre aussi. Ou alors, si vraiment on n'a pas envie de partager de sexualité avec quelqu'un, on peut très bien avoir une intimité érotique avec soi-même et avoir tout un tas de projets que l'on met en œuvre et en acte dans notre vie. Concrètement. Mais cette énergie de vie, cette pulsion de vie, elle a besoin de jaillir sur quelque chose à l'extérieur. Sinon, après, ça fait un peu comme une boucle à l'intérieur et puis ça déprécie le mental parce qu'il n'y a plus rien qui se crée. Avoir des envies, eh ben, ça permet effectivement aussi de gérer les périodes difficiles de sa vie parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui nous pousse tous les matins à nous lever et surtout un socle solide qui nous permet de supporter des choses qui sont lourdingues, qui durent et dont les autres en plus n'ont pas. Donc il y a un sentiment d'injustice souvent qui peut être aussi très lourd dans tout ça. Mais s'il y a des envies, ça permet quand même de gérer un peu mieux les choses et au moins d'avoir une petite oscillation entre j'en peux plus, c'est insupportable, je suis en colère, j'en ai trop marre, j'ai trop mal, à en fait, je suis au fond du seau et ça va pas du tout. Ce désir, ces envies, elles vous permettent vraiment de vivre de petites oscillations tout en augmentant votre façon d'être en vie. Et ça commence par l'intimité. Et encore une fois, il ne s'agit pas de venir se pincer les bouts de tété tous les soirs. Vous comprenez de quoi je parle? C'est vraiment ce rapport à soi. Comment est-ce qu'on peut démarrer aussi cette quête de soi? Eh bien, soyez assoiffés de vous. Parce que ça, c'est la plus belle des détentes. S'aimer, c'est la plus belle des détentes. Et ça permet aussi d'aimer énormément les autres, que ce soit sexuellement ou pas d'ailleurs. C'est une présence au monde, une façon d'être au monde qui nous permet vraiment de pouvoir respirer grand, de partager et surtout de recevoir. Parce que quand on donne beaucoup, il faut pouvoir recevoir tout autant. Je ne vous parle pas là de sexualité, mais du coup, vous voyez, c'est dans ce désir de vivre. Et bien finalement, en sexualité, quand on vit avec une maladie chronique, au début, on va donner beaucoup pour que l'autre puisse nous donner tout autant. Mais il va falloir s'apprivoiser, il va falloir se parler, dis donc, vous vous rendez compte? Et c'est un sujet qu'on aborde très rarement dans un duo, la sexualité. Ah, toi, t'aimes quoi? Bon, des fois, en se marrant à un dîner, en tête-à-tête, ou avec des amis, on est tous là, comme ça, on va pouvoir se dire des choses. Mais vous avez remarqué, soit on se marre comme des baleines,
soit on est un peu gêné, on dit rien, mais il y a très peu d'authenticité dans tout ça. Moi, je suis sexothérapeute. Je peux vous dire ce qui se passe derrière l'envers du décor de l'intimité des couples. Il y a très peu d'échanges sur l'érotisation et surtout sur l'évolution de la sexualité, parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, parce que des fois, on a peur de ce qu'on peut penser et ce qu'on peut vouloir en disant ah non, ça c'est pas pour moi, je suis quelqu'un de correct, je ne peux pas penser faire ça. C'est très mal, c'est péché, c'est tabou. Ça ferait quelqu'un de déplacé. Ou alors, si je dis à l'autre que j'aimerais bien ça, comme ça, ou que je veux pas ça, il y a énormément de jugements sur la sexualité. Donc finalement, on en parle très peu. Et parallèlement, vous avez dans notre société actuelle énormément de gens qui ont juste envie de faire l'amour et surtout pas se connaître. Parce que c'est trop intime de se connaître. Vous vous rendez compte? C'est la partie la plus authentique de vous, votre sexualité. Et d'ailleurs, les personnes qui font l'amour comme ça, beaucoup, avec beaucoup de gens qu'ils ne connaissent pas, eh bien en fait, c'est simplement se remplir à un endroit et puis dès que c'est fait, hop, c'est fini, c'est pas intégré et il y a besoin de recommencer. C'est comme manger un fast-food. On va être gavé tout de suite, même jusque-là, mais une heure après, on a faim. La sexualité, quand elle a du sens et qu'elle se vit dans tous ces étages-là, du désir, de l'excitation et du sens et du cœur, elle nourrit. Autant en discuter. Moi, je trouve ça dingue finalement que l'intimité, c'est la chose dont on parle le moins entre deux personnes. Si on commençait par là, vous savez, à travers les siècles, il y a eu quand même toute une période romantique où il y avait très peu de passage à l'acte, mais parce que ce qui était primordial, c'était cette cour, de mettre comme ça en scène l'érotisme, la passion, le romantisme, le respect. Et les gens se touchaient très peu finalement, où ils mettaient énormément de temps avant d'avoir une sexualité. Et ben, je pense que aussi en vivant avec une maladie chronique, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une période romantique un peu plus développée et de permettre vraiment cet échange authentique, d'apprendre à bien se connaître et s'adapter petit à petit au corps de l'un et de l'autre, tout en se disant. Parce que finalement, ce qui peut faire très peur en sexualité aussi, c'est que si d'un coup, j'ai trop mal, ou que j'ai peur qu'en me touchant à cet endroit, ça me fasse mal, ou que zut, je pense à mes examens de demain, je ne suis plus dans la relation. Si jamais je le dis à l'autre, ben, ça va tout couper, on peut se fâcher, alors qu'on a le droit, des fois, de ne plus être dans la relation intime parce qu'on pense à autre chose ou parce qu'on a peur de quelque chose. Et ça vaut toujours le coup de le dire. C'est un time break. Stop. On grignote des amandes, des cacahuètes, il faut que je te dise un truc. Oui, mais parce qu'on n'a pas l'habitude que la sexualité aussi, ça dure longtemps. Mais si, ça peut durer longtemps. Pourquoi est-ce que ça ne durerait pas 3 heures? 3 heures où on a le temps de papoter, où on a le temps de se toucher, de se faire du bien, et puis arrêter un peu, et puis y retourner. Il y a aussi dans nos vies, qui vont très vite, depuis un certain nombre d'années maintenant, cette pensée que l'acte sexuel, c'est préliminaire, pénétration, endormissement. Pour un peu que ce soit le soir, parce que si c'est entre midi et 2, on retourne au travail, ou on retourne à ses activités de l'après-midi. Mais si la sexualité, ça prenait plus de temps, parce qu'il y avait un plaisir de tous les sens, pourquoi pas? Ben, c'est là où, en fait, on est en train de faire de l'alchimie. C'est-à-dire que la sexualité devient vraiment un moyen de dialogue extraordinaire, d'approfondissement de la relation, où on peut se marrer, où on peut se faire du bien, où on peut se faire une petite pause, discuter de choses qui sont essentielles pour nous, de comment est-ce qu'on peut vivre les choses, des peurs que l'on peut avoir, et recommencer à se toucher, à s'embrasser, à refaire l'amour. Mais ça s'éduque. C'est à chacun et chacune d'aller créer ça. Ça tombera pas par le Saint-Esprit, hein, je vous jure. Pourtant, j'en mets des cierges à l'église, mais non. Et pour ça, il faut avoir un intérêt. Et l'intérêt, c'est la qualité de la relation. Déjà à soi-même et de la relation que l'on peut offrir à l'autre. C'est vrai que du coup, une partie comme ça d'amour d'un soir, bah, ça va être plus compliqué. C'est vrai,
Mais au final, je ne suis pas sûre qu'une sexualité d'un soir va être aussi gratifiante que si on prend un peu plus de temps à mettre en place une relation avec quelqu'un qui d'un coup va peut-être nous convenir sur beaucoup de choses, peut-être sur d'autres points non, bah oui, l'autre n'est pas nous, le pauvre, la pauvre, est parfaitement imparfait, mais il y a quelque chose qui se met en place. Parce que sur quoi repose le désir? La sécurité. La sécurité de base de chacun. Ce qui, moi, me sécurise dans une relation n'est absolument pas ce qui vous sécurise vous. Par contre, pour pouvoir faire l'amour avec un joli feu de désir, une belle marmite d'excitation, malgré les médicaments, parce que cette capacité cérébrale de la Madeleine de Proust, hein, de venir avec son cerveau travailler son excitation, c'est tout à fait possible. C'est comme quand on n'a plus le goût et qu'on mange quelque chose, mais parce qu'on s'en souvient, on peut retrouver un goût ou le souvenir du goût. Et ben l'excitation, c'est pareil. On peut retrouver un souvenir d'excitation ou une alimentation d'excitation tout en rajoutant des sentiments, du rire, de l'intelligence, du fantasme, de la liberté, de la folie. Tout ça vient se mélanger. Et ça détend. Ça vient apaiser aussi le corps et l'âme. Et on peut petit à petit se dire que on grandit en érotisme parce que ça n'arrête jamais. C'est juste qu'en fait, souvent, on ne pense pas à faire grandir cette partie-là de soi. Et que c'est vrai que moins on fait l'amour, moins on a envie, donc c'est facile d'arrêter. Mais il y a un endroit de nous où on a besoin de ce contact, même si ça fait longtemps. Et cette vie érotique va pouvoir alimenter tous nos projets de vie après et toutes les réalisations qu'on va pouvoir faire. Vous avez entendu ces blagues que l'on peut faire des fois des gens, celui-là il est coincé du cul, elle s'est mal baisée, c'est classique, hein. Et ben en fait, ça a du sens là-dessus. Ça vient vraiment parler de cette détente que l'on a à l'intérieur de soi, d'être apaisé, d'être plutôt joyeux, quelles que soient les expériences qui nous arrivent. Et c'est vrai que si vous partez avec cette conscience que vivant avec une maladie chronique, vous allez devoir favoriser l'ouverture érotique de l'autre, mais quel cadeau vous faites à cette autre personne? Il y a un paquet de gens qui savent même pas que ça existe. Et vous savez pas comment vous y prendre. Super! Découvrez-le à deux. N'oubliez pas, chaque matin, nous sommes vierges. Fantastique! Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de merveilleux aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions? Moi, je voulais vous demander, je voulais vous remercier pour votre présentation, effectivement, qui ouvre une visée sur l'écoute émotionnelle et la recherche de sa propre intimité. Maintenant, je me pose effectivement la question sur le principe de se connaître, s'apprécier, que vous avez à un moment donné évoqué. Comment est-ce que des personnes atteintes de maladies chroniques vont faire avec en plus le sentiment de trahison des fois qu'elles ont de leur propre corps et qui est souvent en fait la base du fait que aller vers l'autre n'est pas possible parce qu'elles ne se font même plus confiance en elles vu qu'elles ont été trahies par un corps qui est dont elles sont censées jouir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre éclaircissement là-dessus? C'est une très bonne question. Ce ne sont que mes pensées personnelles que je vais vous partager. De toute façon, je ne détiens pas de vérité. Je crois que la vie nous amène toujours à de plus en plus de philosophie et de flexibilité pour le vivre au mieux avec les autres. Il y a des personnes qui commencent leur vie avec des expériences très très difficiles, d'autres qui n'en auront pas beaucoup tout au long de leur vie. Je crois que ce n'est pas une histoire de mérite. J'ai envie de dire, je l'aime bien, Béatrice, tu connais cette histoire. J'ai envie de dire que la vie, c'est pas du couscous. On choisit pas les morceaux qui sont dedans, mais par contre, toute notre vie, on a à apprendre à comment le déguster et le savourer, même s'il y a des morceaux qu'on n'aime pas.
Eh ben, j'ai envie de dire que quand on se sent trahi par son corps, parce qu'on a une maladie chronique, il y a un endroit où psychologiquement, il y a quelque chose à aller assouplir de soi aussi, parce que c'est un peu comme cette courbe du deuil de Kubler-Ross. Ah oui, merci. Où en fait, on ne peut pas rester dans la colère en permanence. Tout n'est qu'évolution. Donc, il y a un moment où ce sentiment de trahison et d'injustice et de colère va se transformer en quelque chose, puisque ce n'est pas une histoire de mérite. Je pense que cet aspect de trahison du corps, parce qu'on n'a rien fait pour mériter ça, peut-être on ne l'a pas senti non plus, eh ben, c'est une expérience de vie. Si je reste sur la trahison et que du coup, je suis en vie, mais je survis, c'est un choix, c'est vrai, mais je ne suis pas sûre que ce soit une décision qui soit bien éclairée, parce que vivre, c'est aimer les bons et faire au mieux pour aimer les mauvais moments aussi. Voilà, c'est aimer les bons morceaux du couscous qu'on adore, et puis bah, les autres qu'on n'a pas commandés parce qu'on les aime pas, faire en sorte quand même que ça passe large. Donc, je crois que ce sont des étapes là aussi. Mais chaque étape a un début et une fin. C'est-à-dire que quand on est comme ça dans la trahison ou dans la colère, dans l'injustice, eh bien, cette étape, elle va devoir passer à autre chose parce que c'est l'évolution naturelle, en fait, des émotions aussi. Donc, ça doit pouvoir effectivement évoluer et se transformer, je crois. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci, c'est à méditer, tout à fait. Mmh. Bah, oui, parce que sinon, je vous gaverais comme un canard avant Noël pour vous faire un gros foie. Donc oui, tout est à méditer et c'est d'ailleurs le début de l'évolution. C'est-à-dire que de pouvoir remuscler sa pensée critique, c'est extraordinaire. Euh, j'ai une de mes meilleures amies qui est coach et qui dit toujours n'écoutez pas mes conseils, j'en ai besoin. Oui, c'est un peu ça aussi. Mais parce qu'il y a un début de réflexion et de méditation, eh bien, on n'est déjà plus comme avant. Il y a quelque chose d'évolué et dans l'évolution qui est possible. Et c'est ça qui est intéressant. Sinon, on reste figé dans un endroit et puis ça se nécrose. Tout est mouvement, toujours. Donc, effectivement, s'il y a une période où on se sent trahi par son corps, eh ben, restons avec ça, faisons évoluer cette partie de nous. Et quand enfin on passe à une autre étape, effectivement, c'est le moment de partager son intimité. Mais on ne peut pas attendre de quelqu'un à l'extérieur de venir nous sauver avec sa sexualité fantastique, à l'écoute, souple, extraordinaire, pour nous aider à passer le cap de la trahison que l'on peut sentir de son corps. Donc, il peut y avoir ce mécanisme où on s'enferme derrière ces persiennes ou en se disant qu'il y a à l'extérieur un chevalier blanc ou une Jeanne d'Arc qui viendra nous libérer de nos murs. Je crois qu'on peut être aussi son pire ennemi. Et l'idée, c'est de temps en temps baisser son pont-levis, voir ce qui se passe un peu dans le monde et puis vérifier si justement nos sentiments ne sont pas en train d'un peu évoluer vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Je trouve que c'est triste d'être en colère contre soi pendant très longtemps. Donc, à voir comment est-ce que ça peut évoluer. Et du coup, cette petite image voilà, que je voulais vous montrer, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ce feu du désir qui peut être une pratique de sport, faire des sorties, des moments en famille, de la reconnaissance au travail, bien sûr du plaisir physique, des orgasmes, bon, et repose dessus cette marmite d'excitation dans lequel vont venir se mélanger comme un fabuleux cocktail ces fantasmes, l'érotisme, l'amour, les sentiments, l'intellect, la poésie, l'art, la culture, tout un tas de choses. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave si des fois on a un tout petit feu du désir ou qu'on a une toute petite marmite d'excitation ou qu'on a juste 2-3 gouttes à mettre dedans. Il y a des moments où oui, c'est normal, c'est comme ça. Il faut être assez disponible aussi avec soi-même pour avoir envie de crépiter comme ça et de déborder d'énergie et de sensualité. Oui, ça demande effectivement des moments.
Voilà. Et c'est pas tout le temps. Il y a des moments où on n'a pas envie, comme ça, de rayonner et d'être un tourbillon. Il y a d'autres moments où on n'a pas envie. Mais rappelez-vous, tout n'est que moment. Quand il y a des grosses périodes comme ça qui durent dans des choses plutôt lourdes et fermées, c'est bien d'ouvrir un peu son pont-levis et de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment on peut transformer ça, en fait. Super. Merci, Béa. Si tu veux bien enlever mon truc que je retrouve là. Ah, super, je vous ai tous retrouvés. Ça vous fait penser à d'autres choses, du coup? Oui. Ouvrez votre micro et dites-moi. Je veux pas monopoliser, en fait, mais j'ai dans un des ateliers un patient de 31 ans qui est dans un discours depuis qu'il a découvert et traverse sa maladie. Donc il a 31 ans, hein, c'était quelqu'un qui avait qui était gendarme et il s'est séparé de sa fiancée avec laquelle il avait des idées de mariage et depuis en fait il s'est renfermé complètement dans il s'est mis dans la carapace que plus jamais il n'approchera une femme, que son corps a été modifié par les traitements, qu'il ne s'accepte plus, qu'il ne donne plus l'image qui lui plaisait. Et effectivement, il y a la notion de deuil et d'avancer là-dedans. Mais comment effectivement on avance il y a beaucoup d'arguments ce soir dont je me resservirai, mais c'est vrai que c'est un mur. Des fois, on est face à des murs et derrière, on sent pourtant une telle souffrance parce que quelqu'un qui affirme avec autant de force que plus jamais il se mettra en couple à cause de la maladie, voilà, les arguments sont des fois un petit peu difficiles Oui. à donner. Oui, c'est vrai. Je travaille en soins palliatifs aussi. Et je dois dire que des fois, c'est très aidant dans l'urgence d'aimer. Vous savez, chez les Grecs, il y a différents degrés d'amour. Hein, c'est pas juste, voilà. Et je trouve ça très initiatique comme façon d'aimer. Et, euh, et je crois que à n'importe quel instant dans sa vie, quelles que soient les décisions qu'on ait pu prendre, il vaut toujours mieux essayer de vivre que de survivre. Et je ne trouve pas de meilleur ouvre-boîte à Pont-Levis. Mais c'est une décision personnelle. Par contre, ce que moi, ça me fait travailler toujours, c'est la tristesse que je peux ressentir quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui est comme ça archi fermé, clôturé dans son château fort, alors que je sens qu'il y a un petit feu qui pourrait crépiter, que ça se fait pas. Et je me dis, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et je le dis toujours, du coup, à cette personne emmurée. Dire, ben voilà, moi, en vous sentant comme ça, ce que ça me fait sentir, c'est parce que de parler de soi, c'est baisser mon pont-levis. Et du coup, ça permet à l'autre de se dire que c'est possible de le faire aussi. Et puis, il y a toujours l'humour. Oui, oui, bien sûr, ben non, n'aimez plus jamais personne. Et puis, oui, oui, laissez votre corps se recouvrir de mousse et de toile d'araignée, parce qu'effectivement, après cette affreuse trahison, c'est quand même insupportable de se dire qu'un jour, ça puisse se réveiller encore. Et ça peut se faire, en fait, ce chemin-là. Mais vraiment, je crois qu'il est toujours plus doux de vivre que de survivre. Oui, dites-nous, vous vouliez. Rallumez votre micro, je ne vous entends pas. Ah, voilà, cette fois c'est mieux. Et voilà. Alors, c'était juste pour partager un tout petit peu. Donc, j'ai retrouvé, donc malgré moi, hein, des choses peut-être que j'avais déjà peut-être mises en place parce que, en résumé, je suis en maladie chronique, mais vraiment séparée de mon conjoint, carrément le pays. Donc, il est en Afrique, moi je suis là. Aujourd'hui, ça fait 6 ans pile que je suis venue pour une prise en charge d'un cancer. Donc, voilà. Et ça me fait la moitié de ma vie de femme mariée, donc séparée comme ça. Et les quelques fois où je suis rentrée, je ne sais pas si ça peut être un peu un témoignage ou autre, effectivement, ça a changé. C'est plus tellement dans l'acte physique que ça se passe. Hein. Donc là, je partage vraiment quelque chose d'assez intime. C'est toujours intense, mais autrement, disons. Donc, peut-être dans la tendresse, parce que du coup, j'ai remarqué peut-être de mon côté
peut-être je n'y vais plus avec l'attente qu'enfin on va faire quelque chose et tout. Parce que de son côté, lui, il a aussi fait le travail de façon que, parce que quand je rentre, ça dure même pas longtemps en fait, donc ça ne permet pas de mettre en place des choses, de faire tout ce travail, c'est trop court. Et même si j'ai genre un mois, mais c'est pas un mois à temps plein, il y a déjà d'autres choses à faire, on profite pour ranger la maison, faire plein de choses, et on se retrouve toujours à court. Mais c'est vraiment, on a déplacé en fait le mécanisme, je ne sais pas, même ça passe dans la séduction, ça passe beaucoup dans l'humour aussi, du coup. Voilà, ça. Et puis, le corps aussi qu'il faut redécouvrir parce que du coup, je n'ai plus un de mes seins. Donc, c'est tout ça déjà qu'il fallait que moi, je travaille ici avant d'aller. C'était un grand questionnement, mais comment ça va se passer? C'est plus pareil. Mais non, tout de suite, il a dit non, mais c'est toi que j'ai épousé, le corps, il est là, voilà. Donc, et puis ça m'a beaucoup soulagée. Du coup, j'ai aucun stress par rapport à ça et tout, ainsi de suite. Donc, je pense que ce dont vous avez parlé, je me suis beaucoup retrouvée. Excusez-moi, il y a le téléphone qui ne sait pas ce qu'il me veut. Voilà. Je me suis beaucoup retrouvée dans ça. De toutes ces attentions, toutes ces autres choses. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Donc, c'est vraiment un témoignage que je peux porter. Je me suis beaucoup retrouvée. Peut-être chaque couple, donc, quand Philou, donc mon ange Philippe, je l'appelle mon ange, je vous dirai sûrement pourquoi. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas célibataire, mais c'est un peu tout comme, en fait. Vous avez donc, complètement raison. De la distance et tout, Oui. voilà. Donc, on n'est pas dans cette. Mais c'était vraiment pour dire qu'effectivement, on déplace le problème et il faut beaucoup parler. Parce que je comprends très bien. Moi, j'ai vu plutôt ici des femmes, même en chimio, facilement, elles se séparent de leur conjoint, alors que moi, je me disais, mais je veux l'avoir à côté de moi, mais eux, ils sont ici ensemble, ils se séparent. Je ne comprenais pas trop. Mais je crois qu'il y a le fait de ne pas trop parler de ça. C'est très fort, en fait. On vous arrache une partie de vous. Déjà, vous-même, vous devez faire tout cet effort. Mais je crois que l'autre aussi fait un travail de son côté. Et il faut la rencontre de ces deux travaux, si je puis dire, parce qu'on n'est pas dans la même démarche. Voilà, moi, je veux qu'ils me reconnaissent, qu'ils me retrouvent. Et lui, il se dit, il faut peut-être pas que je m'avance trop, elles ne se sentent pas bien. Donc, il y a toute cette réflexion, mais qui a soudé carrément l'amour ou les liens, si je peux dire, mais sans nécessairement passer par un acte. Mais c'est vraiment dans l'acte physique de la relation, mais dans tous les autres autours à côté. Je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Ben voilà. Oui, ben merci beaucoup de votre témoignage parce que c'est exactement ça aussi. Vous voyez, d'être vierge chaque matin. De toute façon, dans une relation, il faut toujours être deux, c'est vrai. Et de rencontrer une nouvelle personne, si on se sabote tout de suite parce qu'on se met tout un tas d'arguments autour qui font que ça va foirer, ben oui, vos pensées vont être créatrices aussi. Vous savez ce qu'il y a? Il y a deux choses. Je suis en train de penser à deux choses. Je vous le dis pour que vous puissiez me le rappeler si ça m'échappe. La première, c'est que parfois dans une maladie chronique, en fonction de quelle maladie on a, il y a un peu l'ombre de la mort. Et ça fait flipper les gens aussi beaucoup. Parce qu'on est dans une société où on a l'impression que grâce au progrès de la médecine, tout le monde va vivre super méga vieux et qu'on va paisiblement s'endormir dans son sommeil quand on aura passé la centaine. Donc, on oublie que mourir fait aussi partie de la vie. Et quand on a quelqu'un de malade en face de soi, ça nous renvoie que nous sommes nous-mêmes mortels et qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Même si vous êtes en face bien vivante et en traitement et que… Mais non, ça fait quand même flipper. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, être en lien avec l'autre, c'est un engagement. Et ça aussi, ça fait peur parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on ouvre justement un peu tous ces manteaux et toutes ces boules à facettes qu'on met dehors pour briller et pour être la personne qu'on a envie d'être, mais finalement, on ne se montre jamais vraiment en entier qui on est. Donc, d'être en couple, dans une relation, ça vient vous dévoiler, c'est confrontant. Et aussi, j'ai envie de dire, avec une maladie chronique, ce qui peut être sympa, c'est que dès le début, ça instaure une relation où il va y avoir de l'écoute et surtout beaucoup de compréhension de part et d'autre. Parce que si l'autre, il n'est pas sur ce chemin-là, parce que quand même, une maladie, ça vous fait évoluer quand même souvent. Moi, j'ai jamais rencontré quiconque qui soit le même, rester le même ou la même, jamais. Pourtant, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans les maladies chroniques. Donc, ça fait changer, ça évolue. Et vous avez vu, des fois, ça avait changé en pire.
à un moment, et puis après, ça nous fait évoluer en mieux. Enfin, c'est un peu des montagnes russes, tout ça. Et à chaque nouvelle marche, on change comme ça sur d'autres choses. Mais l'autre, en fait, ce qui peut être chouette aussi, c'est que il peut aussi se dire que, il n'a pas forcément tout compris de la vie non plus, et que à votre contact, il va pouvoir comprendre et apprendre tout un tas de choses. Est-ce que ça implique de parler de sa maladie à la personne qu'on rencontre? Je crois qu'il faut le sentir et qu'il n'y a pas de règles et que tout dépend comment est-ce qu'on crée des relations. C'est sûr que si c'est pour avoir une sexualité assez rapide, je crois qu'il faut le dire, effectivement. Mais si vous sentez que c'est d'abord une relation que vous avez envie de mettre en place avant une sexualité, et j'ai pas de jugement là-dessus, je veux dire, on a le droit d'un coup d'avoir vraiment juste envie d'une sexualité comme ça, juste d'un soir ou de quelques semaines, vraiment on a le droit. Mais ça, il faut être au clair avec soi-même. Et en fonction de ce que l'on veut, et ça, je suis navrée, mais c'est pas facile non plus d'être honnête avec soi-même. Parce que pour qui je passe si j'ai envie de vous dire que moi, ce soir, je ne veux qu'un coup d'un soir? Qu'on me casse mes petites pattes arrière et que demain matin, je me réveille comme Blanche-Neige, avec la rosée du matin, seule dans mon lit fantastique. Vous allez avoir des jugements de moi. Et c'est ce qu'on se dit de soi. Donc, des fois, on se voile un peu aussi nous-mêmes la face sur ce qu'on a vraiment envie. Bon, c'est un peu du cas par cas, mais j'ai envie de dire, c'est un peu de la rencontre avec de la rencontre. Oui, je crois qu'il y a quand même un moment donné où il faut le dire, c'est sûr, mais ça dépend de comment est-ce que la relation évolue. Et je vous jure qu'il y a plein de gens aujourd'hui, hommes comme femmes, qui n'ont pas du tout envie de se jeter à corps perdu dans une relation avec une lumière à peine allumée, et dès que le soleil va se lever, vont déguerpir. Pas du tout. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui se rendent compte quand même, surtout après les derniers confinements qu'on a vécus, que la relation, c'était quand même la clé. Et que le célibat et la solitude, c'était pas cool. Et que il y a plein de gens qui vivent des choses difficiles, que finalement c'était ni le Ken ni la Barbie qui pensaient être, et que peut-être que s'ils misaient sur un peu plus d'authenticité dans la relation, ça irait quand même un peu mieux dans leur basket. Donc c'est toujours à sentir, et c'est là où on récupère sa pensée critique et son intuition. C'est de se dire, est-ce que là c'est le bon moment pour que j'en parle? Et en fait, de quoi est-ce qu'on a peur? Mais on a peur de se faire rejeter. Mais vivre et surtout pouvoir aimer, c'est aussi prendre le risque que ça foire. Mais si on n'essaye pas, ça ne pourra pas marcher. C'est évident. Donc, il n'y a pas de règle d'or. Il n'y a pas de 10 commandements là-dessus. C'est que, voilà, quand on sent que ça peut être le bon moment, en fonction de la complicité qu'on peut avoir. Et puis, des fois, ça va venir tout de suite dans la discussion, et puis des fois pas. Et j'ai rencontré un couple où ils étaient tous les deux malades chroniques. Ils se sont rencontrés sur un site, et finalement, au bout de plusieurs mois, elle lui a dit qu'elle avait un cancer, et lui aussi lui a dit. Et en fait, ils ne le savaient pas depuis des mois. Ils discutaient, ils s'étaient jamais vus, et chacun se demandait un peu quand est-ce qu'il allait devoir le dire à l'autre. Mais c'est pas pour ça que quand on a une maladie chronique, on se met en couple avec quelqu'un qui a une maladie chronique. Voilà, c'était un peu le hasard du truc, quoi. Mais non, je crois que toute personne peut être avec une autre. Ça dénote juste de sa capacité de croissance. Je sais pas vous, mais moi, je réfléchirais avant de me mettre en couple avec quelqu'un qui a juste envie d'avoir un niveau de vie comme dans une basse-cour, quoi. Enfin, la vie nous amène à vivre plein de choses. Si on n'est pas un peu à se secouer et à grandir, est-ce que ça a du sens de partager son trésor d'intimité? Oui, je vous vois, avec votre montagne derrière, allumez votre micro. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ça fait bizarre parce que je fais beaucoup de webinaires, je fais beaucoup de réunions comme ça, mais c'est la première fois que je veux parler. C'est bizarre. Ça Merci fait de votre bizarre. confiance. Oui. Alors, je vais commencer par avant mon cancer, j'avais un ami de temps en temps, on va dire. Voilà. Et le cancer m'est tombé dessus. Il m'a tout pris. J'ai l'impression qu'il m'a tout pris, que je suis différente. Voilà, je suis différente. Mais lui n'a pas changé. C'est-à-dire que tout le long de la maladie, même sans cheveux, en étant malade, en étant tordu,
Il n'a jamais changé. C'est-à-dire que ses yeux n'ont jamais changé. C'est terrible. Et disons que, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais je vais le dire quand même. Et j'avais aussi un chéri super bien. Mais c'est pareil. Il me regarde comme si que j'étais pas malade. C'est ça qui c'est impressionnant, les yeux toujours avec amour. Et je me fais draguer. Et ça, c'est super bon, quoi. C'est super bon quand on se fait draguer Oui. comme ça. Le mec, il arrive. Je suis désolée de vous parler comme ça. Mais le non, mec, mais il vous avez arrive. raison. Mais moi, je vois votre caraco, j'y résiste à peine. C'est magnifique. Vous êtes archi sensuel. Je vais à une réunion, et là, le monsieur en costume arrive et me dit, moi, je me retourne. Je me dis à qui il s'adresse, quoi. Et il me dit, vous allez à quel étage? Au 7e, c'est vous? Je vais au 2e parce que moi je suis une excitée de la vie, parce que j'ai un projet énorme dans ma tête, j'ai un projet énorme après cette maladie. Mais moi je trouve que la vie, c'est et il me dit, mais le mieux c'est d'arrêter au 1er et on boit un café. Mais c'est quoi ça? Mais j'adore. Ben oui. Je me reconnais pas, mais je l'adore. J'adore cette nana. C'est toujours vous, bien J'ose sûr. beaucoup de choses. Super. J'ose beaucoup de choses que peut-être je devrais pas. Et puis, mais c'est dur, hein. C'est dur. La maladie chronique est hyper dure. Mais bon, j'ai plus rien à faire. Et puis, j'ai un projet énorme. L'amour est là. Je fais avec. Voilà, si ça peut encourager, je sais mais pas oui, pourquoi je parle, bien je suis désolée, sûr. je sais pas ce que Mais ça peut soyez pas, bien sûr, soyez pas désolés. C'est ça la pulsion de vie. Par contre, la question toujours que je me pose, et je ne sais toujours pas la réponse, c'est est-ce que je dis, par exemple, si je rencontre quelqu'un, on me dit, ça a été le premier confinement? Et ben là, je suis un peu coincée parce que le premier confinement, c'est mon cancer. Alors forcément, oui, ça a été. J'étais chez moi pendant 1 an. Alors, et le premier confinement, je l'ai pas connu, donc je sais pas s'il faut que je mente ou s'il faut que je dise que j'ai eu un cancer. Et ça, franchement, je sais pas du tout. Et quelle serait la voie du milieu entre un mensonge et dire que vous avez un cancer? Et je vous laisse réfléchir à ça. Je dis rien. Je dis rien. Bah, si on dit quelque chose dans la voie du milieu, vous vous souvenez? C'est comme ça que j'ai commencé avec vous, sur la voie du milieu. Ah bah oui, ça, il faut respirer. Mais je suis sûre que vous allez trouver une voie du milieu qui, du coup, n'est ni mentir, ni dire que vous aviez eu un cancer. C'est une voie du milieu. Et puis, si ça continue à se partager, et que vous sentez de le dire, pourquoi pas? Mais si au début, ça n'a pas de sens et que vous voulez bien monter au 7e étage dès le début. Oui, mais c'était au 1er étage d'abord pour un café, c'est la grande place. Oui, mais moi je trouve que dans un sens ça fait partie de ma vie, ce cancer. Et puis en fin de compte, je sais pas si c'est compréhensible, mais avec le projet que j'ai énorme, bah, maintenant c'est du positif que c'est du négatif. Donc j'aimerais bien le dire, mais j'ai peur que là on me regarde bizarrement mon corps, que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Non, c'est sûr, mais je pense que vous allez le sentir parce que des fois, il peut y avoir une légère modification du regard sans que ça entache quoi que ce soit. Si vous êtes bien avec ça, j'espère que vous avez envie de partager votre corps avec quelqu'un qui va être bien avec ça aussi. Et oui. Puisque ça ne résume pas qui vous êtes, votre cancer. Ben voilà. Et puis, vous avez l'air d'avoir du succès, donc en plus, vous allez avoir plusieurs échantillonnages. Oh non, mais mais l'estime de soi, en fin de compte, j'ai perdu beaucoup de choses, mais pendant mes 10 mois de cancer, je n'ai jamais arrêté de faire l'amour. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. On me l'a pas enlevé. On me l'a pas enlevé, ça. Mais vous l'avez pris surtout. Et puis des fois, ça se passe pas comme ça, et puis là, ça se passe comme ça pour vous. Mais vous êtes en vie. Ça peut être un exemple, voilà. Je sais pas. Parce que vous êtes vivante. Vous n'êtes pas qu'en traitement, en survie. Non, oui. Mais vous avez dit quelque chose de très fort, c'est que vous avez dit que vous ne vous reconnaissiez plus. Non. Vous n'êtes plus celle d'avant. C'est-à-dire que vous aviez déjà fait le deuil de celle que vous étiez et que c'est OK d'être une nouvelle personne avec ses doutes. D'ailleurs, qui n'a pas de doute? Oui. Bon, ben voilà. Et vous aimez la personne que vous êtes aujourd'hui?
Oh, ouais, ouais. Ben, elle ose encore plus, donc ouais, non, c'est pas bien. Mais elle ose bien. Bah, si, c'est bien. Enfin, vous savez, il n'y a que vous qui fermez vos yeux sur vous le soir en vous couchant. Moi, je trouve que Il y la a vie, que elle est vous. belle tous les jours. Donc, tant que vous êtes à l'équilibre, dans votre plus, dans votre moins, et qu'il y a plus que de moins, Ah oui, et plus de plus, oui. bon, Ouais. ben voilà. Mais c'est différent de changer de corps. C'est Oui, vraiment très difficile de changer de corps. oui, Ouais. Mais oui. par contre, question sexualité, ça va. Moi, je me suis vraiment forcée à trouver différentes, voilà. Mais par contre, ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai changé, mais lui n'a pas changé. Enfin, Mais il a dû changer mais sans que j'ai pas vous vu. vous en... Et en fait, il a changé sans que vous en rendiez compte parce C'est que magnifique. vous avez changé, mais lui est resté dans un équilibre. Donc, ça veut dire qu'il a évolué dans un même équilibre avec vous. C'est Donc, magnifique. il a évolué avec vous. C'est pas qu'il n'a Peut-être pas le changé garder. Non, ou pas, vous verrez. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, de Merci rien, beaucoup. première, dernière. Moi, je ne prends plus la parole. Non, mais j'allais dire, mais à distance, l'exercice est encore plus compliqué, intéressant, mais compliqué encore. Oui. Parce que c'est C'est pas très évident. érotique. À distance, en fait, c'est très érotique de garder du lien. Je ne sais pas Oui. quel support vous avez, si Mhm, vous avez l'occasion de discuter en caméra ou pas, mhm. mais le lien érotique est très différent, mais peut s'alimenter tout de même à Oui. distance. Mais effectivement, ça demande une créativité différente. Oui, parce qu'on a un peu du mal avec les images. Donc, ça, c'est bizarre parce que dans cette nouvelle vie, entre guillemets, même pour notre fils, avant, c'était mémé la vidéo, comme ça, on se voit. Mais en fait, quand j'ai vu mon fils, ma famille dans la vidéo, moi, j'ai pas supporté. Je fais plein de visios comme ça avec tout le monde, avec mes parents, mes frères, mes sœurs. Mais le fait de voir mon fils comme ça me rappelait que j'étais pas là. C'est dur tout ça. Donc, ça m'a fait un. J'étais la première surprise, en fait. Cette maladie nous apporte parfois des surprises. Là, on Oui. les attend pas. Et du coup, pour notre couple, même pour mon mari, c'est difficile de faire des visios. Et entre-temps, mon fils a grandi avec la technologie et autres. Il avait presque 6 ans à l'époque. Il va en avoir 12. Du coup, il a son compte WhatsApp. Donc, du coup, lui, il veut un peu plus. Et nous, et moi, donc on est dans une vraiment logique. Je veux préserver, l'autre qui veut préserver. Mais du coup, il y a l'enfant à qui il faut faire plaisir. On se laisse des petits espaces comme ça. Mais nous deux, comme ça, lui, mon mari et moi, comme ça, en vidéo, on ne l'a pratiquement pas fait. On préfère s'envoyer des photos normales ou bien parler au téléphone. Eh bien, super. Et pas de visio. Donc, comme ça, en visio, c'est très difficile. Pourtant, avec le temps, hein, donc à un moment, je trouve qu'on s'apaise. Mais parce que moi, en plus, quand ma collègue de visio disait qu'elle elle était coincée avec les métastases, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Donc, j'avais tout mon concert, j'étais en rémission pénale et juste avant le confinement, on m'a annoncé voilà, une reprise, tout ça. Alors, quand on me demandait le confinement, c'était pas dit, je me suis confinée avec mes métastases. Alors, je dis, alors, il y avait un de mes médecins qui dit, mais c'est pas possible, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai passé tout mon confinement, je me suis recoupé les cheveux, puisque les traitements que j'avais cette fois-là ne les coupaient plus, donc je voulais vraiment marquer le coup. Mais mes proches, ils ne savaient pas, personne ne savait, j'ai dit à personne. On me l'a reproché plusieurs mois après, on dit on ne porte pas quelque chose comme ça, il faut le dire. Moi, ce que j'entends, c'est que vous le faites à votre sauce aussi. Vous voyez, oui, c'est ce que je vous dis, c'est du sur-mesure. Moi, j'ai pas à vous dire faites comme ci, faites comme ça. Oui. Je crois qu'il faut tâtonner. Voilà, la relation, c'est un peu comme avec un nouveau-né. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, des fois, quand on sait de façon le lendemain, ça foire, ça change. Donc, c'est de rester curieux, de s'autoriser à douter, hein, parce qu'il n'y a que les gens fous qui ne se demandent pas s'ils le sont. Ben voilà, de douter, d'essayer, d'oser. Parfois, on ne peut pas. Parfois, on peut un peu plus. Et puis, chacun trouve ce qui lui convient. Mais l'exercice doit être fait des deux côtés, en fait, moi, je trouve. C'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être le dire, parce que l'exercice doit être. Sinon, je trouve que c'est pas juste, bien, ça dépend de la relation de départ. Chacun doit apporter quelque chose, en fait. C'est un exercice de part et d'autre. Et ça, c'est la définition du couple. Voilà. C'est-à-dire que le couple, ce sont deux individus qui construisent un pont sur lequel ils vont se retrouver. Voilà. Et puis, des fois, il y en a un qui construit un petit peu plus, et puis des fois, c'est l'autre après qui… Voilà, mais il faut quand même construire ensemble. Et des fois, il y a des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique, et puis finalement, après une épreuve de vie, vont l'être. Et puis, il y en a d'autres qui ne l'étaient pas avant, mais qui, à l'aide d'une rencontre, vont se mettre à construire un petit pont aussi relationnel.
Il y a le choix. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Merci à vous. On va se quitter parce que je vous ai un peu kidnappé. Merci beaucoup. J'ai passé vraiment un super moment avec vous. Je suis hyper contente.